Notre invité, il s'agit donc du député Benoît Assoin-Degla qui nous fait l'honneur de nous recevoir par ici. Honorable Benoît Degla, bonjour. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Vous avez suivi comme tous les Béninois donc ce Conseil des ministres. On pourrait dire que c'est un Conseil des ministres qui plante le décor quand on sait que d'incessantes ou du moins de profondes mesures ont été prises compte tenu donc des promesses, des engagements pris lors de la campagne électorale. Déjà, à première lecture, quel est le regard que vous portez sur cette décision? Le président Wadaye a pris fonction il y a 19 jours, je crois. Et le jour de son investiture, il a évoqué des thèmes très précieux qui touchent le social. Et on ne devrait donc pas être surpris qu'à la première rencontre gouvernementale, qu'au premier Conseil des ministres, que les premières décisions aillent dans ce sens-là. On peut rappeler pêle-mêle la gratuité élargie désormais aux filles qui, avant, en bénéficiaient jusqu'en classe de troisième. Aujourd'hui, tant au niveau de l'enseignement général qu'au niveau des lycées techniques, la gratuité est élargie. Ça, c'est fait pour que une couche importante de notre jeunesse ne soit pas exclue. Vous constaterez que très nombreux elles sont, ces jeunes filles, dans les classes de troisième, enfin dans l'enseignement général, et à partir du BEPC, très nombreuses sont celles-là qui ne réussissent pas à poursuivre, à aller après le BPC, à aller en seconde pour plusieurs raisons, des raisons socio-communautaires, pour des raisons financières. Et aujourd'hui, l'État permet que cela ne puisse se passer comme ça. Donc c'est à saluer. C'est des talents qu'on va promouvoir d'ici là, parce que parmi elles, il y en a qui sont très intelligentes. Et on en voit à travers les personnalités nommées ça et là, et à l'international, un peu partout, les femmes ont du talent. Et qu'il ne faut pas couver, il faut éclore ça. Et je pense que cette ouverture-là permettra aux enfants, même des enfants, aux jeunes filles, même des plus pauvres, d'émerger et d'émerveiller le monde. L'autre mesure, c'est la mise à disposition de 20 milliards pour que les écoles qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité puissent en être pourvues. Vous voyez, ça rentre dans la même dynamique. Les enfants viendront, mais il faut créer les conditions. Et l'eau et l'électricité sont des conditions importantes pour que ces enfants-là puissent évoluer dans des conditions normales et de succès. De la même manière, 10 milliards sont allés aux centres de santé qui n'ont pas l'eau et l'électricité pour permettre que ces centres où on sauve les vies puissent être dans des conditions de travail acceptables. Et ça n'est ajouté 1 milliard pour la dotation en intrants pour les maladies, enfin pour les cas d'urgence médicale. Un comité a été mis en place pour pouvoir gérer désormais le problème de transport, de restauration et d'hébergement des étudiants. Vous voyez que c'est autant de choses qui, à un conseil des ministres, ont été décidées et qui dénotent effectivement de la volonté du chef de l'État de respecter ses engagements tenus lors de sa campagne électorale, engagement qu'il a réitéré le 24 mai dernier. Voilà, donc en définitive, quand vous regardez cela, vous constatez que c'est des mesures très importantes, très sociales. C'est-à-dire, il va dans l'amélioration, il faut que la croissance aide. Nous sommes à 8% de croissance, il faut que cette croissance-là
améliore les conditions de vie de nos populations. Et c'est dans ce sens-là qu'il est en train d'œuvrer. Aujourd'hui, vous qui avez quand même battu campagne aussi de l'autre côté de Ouest dans la 10e circonscription électorale, comment vous sentez aujourd'hui par rapport à cette mesure? C'est la joie en fait, c'est la joie. Nous qui sommes de la zone rurale de notre pays, nous connaissons les difficultés dans lesquelles évoluent les centres de santé, dans lesquelles évoluent nos écoles. À 200, 300, 400 km de Cotonou, ce n'est pas ce qu'on voit ici. Et ce coup de main qui a apporté, je pense que ça va régler énormément de choses dans nos localités. Et ça permettra également aux enfants d'aller à l'école correctement. Puisque, je l'ai dit, pour raison de moyens, beaucoup de nos filles abandonnaient l'école, étaient données en mariage, etc., etc. Aujourd'hui, la gratuité permettra, n'est-ce pas, de surmonter ces contraintes-là. Et pour moi, je suis très heureux. Je remercie le président Wadaï pour cette décision qui est la concrétisation de son engagement pendant la campagne, des promesses qu'il a faites pendant la campagne. Et je suis persuadé que, comme moi, tous ceux-là qui sont des zones rurales de notre pays sont très heureux et fiers d'avoir participé à l'avènement du président Wadaï. L'agriculture n'est pas oubliée dans ces premières mesures prises par le gouvernement du président Romuald Wadaï. On est en train de parler même d'une prime exceptionnelle s'il y a des performances qui sont réalisées dans le monde agricole. L'agriculture pour vous, justement, cette mesure, ces premières mesures qui concernent aussi l'agriculture pour vous, est-ce que c'est une meilleure performance? L'agriculture est ce sur quoi, parce que nous n'avons pas de ressources du sous-sol, nous n'avons pas de ressources minières, et tout ce que nous faisons jusque-là, c'est l'agriculture. Et il faut provoquer une saine émulation au niveau de cette activité qui est l'agriculture, de ce secteur qui est l'agriculture, pour que nous puissions produire davantage, pour que nous puissions varier également, qu'au-delà du coton, qu'on ait aussi d'autres produits d'exportation, et en grande masse, en grande quantité, pour que, même si nous n'avons pas de pétrole, nous puissions avoir les moyens en retour qui nous permettent de réaliser tout ce que nous avons comme infrastructure. Donc c'est tout à fait, c'est bien vu qu'on mette un accent particulier sur les ressources agricoles, sur la production agricole. Et nous avons, vous parlez tout à l'heure des pôles de développement. Oui, ces pôles de développement vont s'appuyer sur des éléments précis. Et ces éléments précis, j'avoue, même si c'est des zones industrielles qui sont créées, ces zones industrielles auront besoin d'intrants, auront besoin de matières premières, et ces matières premières, à 90%, viendront de l'agriculture. Donc on a besoin de travailler l'agriculture, de faire en sorte que ce ne soit plus, maintenant cette agriculture ne soit plus celle que nous connaissons, qu'il s'agisse plus d'une agriculture manuelle, mais motorisée, moderne, mécanisée, et avec tout ce qu'il faut, l'irrigation, et qu'on puisse... Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le prix de la tomate aujourd'hui, mais c'est l'enfer. C'est cher. C'est cher, il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Donc, comme d'autres produits, l'ail, etc., etc., alors que nous avons des bas-fonds, nous avons des retenues d'eau qu'on peut exploiter. Tout ça, je pense que c'est dans le programme de société du président, et on mettra tout ça en œuvre pour que sans pétrole, sans diamant, sans quoi que ce soit, nous puissions produire et gagner de l'argent à l'international pour développer nos infrastructures, pour développer notre pays. L'une des attentes, c'est l'installation du Sénat. Cette autre chambre, puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale, cette deuxième chambre-là, donc du Parlement, on pourrait dire que les choses évoluent quand on sait qu'il y a quand même une loi, donc un collectif budgétaire qui prévoit justement une ligne pour quand même le Sénat. On pourrait dire que les choses se précisent alors. Oui, dès l'instant où la loi a été votée qui crée le Sénat, pour un pays responsable comme le nôtre, il n'y a pas de doute. C'est une question de timing. Et à travers cette loi de finances rectificative, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est imparti à la
à la mise en place du Sénat. Donc, le Sénat ne saurait tarder à voir le jour et, et accomplir sa mission régalienne. Et le Sénat a un rôle très important à jouer dans notre démocratie. Voici pourquoi il est né, il est créé. Et il faut faire en sorte qu'il soit vite mis au travail pour que nous puissions aller toujours plus loin dans la construction de notre démocratie qui émerveille le monde. Honorable Benoît Assoin-Degla, c'est quand même la visite chez les voisins du Bénin et en dehors donc de nos voisins, par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali par exemple. Donc, le président Romuald Wardini, comme il a promis, il a fait. Quel est votre ressenti quand on sait que vous avez été ministre de l'Intérieur? On parle de réouverture prochaine donc du côté du Niger, donc de la frontière. Tout ceci, quel est le regard que vous portez à cette actualité? Je ne sais pas si vous étiez à l'investiture lorsqu'on a annoncé les représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui devrait aller saluer le président Wardini. Vous avez vu comment la foule a acclamé cela. Vous avez vu les applaudissements, comment ça s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Béninois sont pour la paix, sont pour la coexistence pacifique entre nos voisins et nous, parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et rien ne devrait venir nous diviser. C'est vrai, les intrigues, oui, d'accord, mais un homme responsable, on peut les surmonter. Et c'est ça, ce que le président Wardini a fait lorsqu'il a dit que nous ne pouvons pas continuer à ignorer nos voisins comme eux aussi ne devraient pas continuer à le faire vis-à-vis de nous. Donc il fallait courageusement le faire et c'est avec beaucoup de bravoure qui s'est rendu dans ces différents pays, puis après dans les pays de la CEDEAO. Je crois que ça augure de bonnes choses pour nous. Et les relations, les frontières vont s'ouvrir. Qui peut dire que il n'y a pas eu un impact négatif? Il y en a eu dans les relations humaines, dans le commerce. Est-ce que nous en avons besoin? Mais non. Je pense que les raisons qui ont amené à cela, elles sont derrière nous. Il faut voir l'avenir avec beaucoup de lucidité. Et le Niger a son port naturel qui est le Bénin. Le Niger a le gazoduc qui a été construit, qui est inopérationnel. Il faut pouvoir rentabiliser ça. C'est de l'argent que le Niger va gagner, que le Bénin également va gagner. Alors pourquoi est-ce que nous allons, au nom d'un certain nombre de choses, et faire comme si de rien n'était et vouloir perdurer dans la guerre? Il faut faire la paix des braves. Ils sont arrivés à l'investiture. Le Bénin a rendu la monnaie en se rendant là-bas. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour que la réconciliation soit totale et que nous reprenions comme avant, parce que nous sommes des pays frères. Avant de vous laisser, cher honorable, il y a quand même une loi communautaire qui a été donc votée récemment. Il s'agit de cette loi qui parle des sanctions qui devraient que devrait engendrer le refus, par exemple, des pièces de monnaie lisse, des billets et tout ceci. Vous qui êtes représentant donc du peuple, quelles étaient les motivations puisque vous avez participé justement à son vote? Ben oui, parce que, écoutez, l'argent ne pourrit pas. L'argent ne pourrit pas. L'argent, il circule, il passe dans plusieurs mains. Donc l'usure est là. Mais ça ne dénote pas de la valeur de l'argent. Donc il est inadmissible que quelqu'un se présente à un guichet, à un comptoir, avec de l'argent qu'on refuse sous couvert qu'il est usagé, que la pièce est usée. Mais non, il faut arrêter avec ça. Ça fait très longtemps que les gens souffrent de cela, que nous souffrons de cela, que nous avons, que lorsque vous avez à faire des achats, après le tri, on vous retourne un billet pour dire qu'il est usagé, qu'on ne le prend pas. Alors que
la BCEAO n'a jamais interdit cela, puisque les billets anciens, on les récupère et la BCEAO les détruit. Mais il y a le circuit, lorsque vous recevez un billet et vous recevez de la monnaie, de l'argent, billet ou espèces usagées, il y a un circuit pour faire parvenir, pour que la BCEAO puisse récupérer à travers les banques. Les banques ne refusent pas ça. Les banques ne refusent pas. Mais pourquoi est-ce que nos populations doivent continuer de croire que lorsque j'achète de la banane de 1000 francs et que je donne un billet de 5000 francs, on me dit que ce billet il est usagé, il est déchiré, il est ci, il est ça, oubliant que ce billet il est passé par des milliers de mains et que l'usure est passée par là. C'est une loi pour éduquer nos populations. C'est une loi pour éduquer nos populations pour qu'on comprenne le sens réel du billet. Le billet qui est émis a de la valeur. Déchiré, froissé, il a toujours de la valeur et on doit le considérer comme tel. Je pense que c'est une très bonne loi. Nous l'avons votée avec beaucoup d'aisance parce qu'il fallait mettre fin à un certain nombre de choses qui pourrissaient la vie à certains Béninois ou à certaines personnes qui, dans leur poche... mais vous savez, c'est très dangereux lorsque vous avez un seul billet de 500, de 2000 francs dans votre poche et qu'on vous le refuse partout alors que vous avez besoin pour acheter quelque chose pour votre famille. Acheter la tomate, acheter le poisson, acheter quelque chose pour faire les emplettes, on vous refuse ce billet-là pour rester à la famille. Mais comment faire pour l'application véritablement? Non, mais non, il y a les lois d'application, il y a les décrets d'application qui vont suivre, qui vont très bien suivre. Et tout le monde est tenu. C'est une loi, vous êtes tenu. Quand vous ne le faites pas, vous tombez sous le coup de la loi. Alors c'est pourquoi j'ai parlé d'éducation. Une loi l'éducation, la phase d'éducation, que tout le monde comprenne et que tout le monde sache que à perdurer dans le refus, on tombe sous le coup de la loi et là, absolument, personne ne dira qu'il ne savait pas. Ouais. Parfait. Et que prévoir les députés que vous êtes pour pouvoir sensibiliser la population, sensibiliser les mandants? Est-ce que l'Assemblée nationale ne dispose pas de mécanismes pour pouvoir le faire fondamentalement? Nous avons des séances prévues pour cela. Il nous arrive, lorsqu'il s'agit de lois importantes, de sillonner le pays dans nos circonscriptions respectives pour expliquer à nos populations le bien fondé de ces lois-là et de la nécessité de les voir s'appliquer. Et éviter qu'il y ait de la résistance parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Et cela, c'est réprimandé. Et ça, quand ce travail a été fait et qu'un individu lambda se met au retrait de cette loi, nous ne pouvons pas aller à son secours parce qu'il a choisi délibérément de violer la loi. En tout cas, vous faites bien de nous recevoir pour pouvoir recueillir votre avis sur ces différents sujets évoqués avec vous. Mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais pas vous laisser partir sans exprimer encore la fierté que je ressens d'être béninois. Vous avez vu les fins de mandats successives et vous avez vu l'ambiance dans laquelle les passations se sont effectuées sans accroc, sans véritablement d'embûches. Et en cela, notre pays donne un exemple. Mieux même que ces pays d'Europe ou d'Amérique, nous donnons un exemple d'une démocratie qui vit, qui se révèle. Et cette démocratie, on doit pouvoir continuer dans ce sens-là pour qu'elle accompagne le développement. Notre démocratie qui vit va accompagner notre développement parce que ça fera d'autres soucis en moins parce que les soucis politiques sont les plus dangereux. Lorsqu'on arrive à les atténuer, on a les mains libres, les coudes franches pour pouvoir aborder les volets du développement. Je souhaite à mon pays beaucoup de succès et un septennat radieux pour tout le peuple béninois et que le président Ouadaï, bonne chance à lui.
Merci beaucoup à vous, honorable Benoît Assoin Degla. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de nos discussions avec notre personne ressource, notre invité d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très incessamment sur ma Libre Télévision. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.